Dans le monde coloré de la botanique, un scientifique daltonien est un paria, ridiculisé pour sa perception défectueuse. Mais lorsqu'une nouvelle espèce invasive, parfaitement camouflée, menace de dévaster des écosystèmes entiers, sa vision unique devient la seule clé. Libéré de la distraction de la couleur, il est le seul à pouvoir voir le véritable secret de l'insecte, un motif de texture et de lumière. C'est une histoire qui prouve que parfois, pour voir la vérité, il faut regarder le monde différemment. Si vous aimez les récits où une faiblesse se révèle être une force, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner. Le monde du docteur Étienne Chevalier était un univers de formes, de textures et de nuances de lumière. Pour ses collègues de l'Institut national de botanique, le monde était une explosion de couleurs. Le vert émeraude des feuilles de chêne au printemps, le rouge flamboyant d'un coquelicot, le violet profond d'une orchidée rare. Pour Étienne, ce monde était une symphonie de gris. Atteint d'achromatopsie, une forme rare et complète de daltonisme, il ne voyait aucune couleur. Son monde était une photographie en noir et blanc d'une infinie subtilité. Là où d'autres voyaient un simple vert, il percevait des centaines de variations de luminance, du gris perle presque blanc d'une jeune pousse au gris anthracite d'une feuille de ou mature. Cette condition, qui aurait dû être un handicap insurmontable pour un botaniste, était devenue le fondement de sa science et la source de son ostracisme. Dans les couloirs feutrés de l'Institut, il était une anomalie, une curiosité. On l'appelait le botaniste gris. Ses théories, souvent révolutionnaires, étaient accueillies avec un scepticisme teinté de pitié. Il avait passé des années à développer une thèse selon laquelle la communauté scientifique était aveuglée par la couleur. Il soutenait que dans l'étude de la nature, et en particulier du camouflage, la couleur n'était qu'un des nombreux outils, et souvent le plus trompeur. La véritable clé, selon lui, résidait dans la texture, la réflectivité, la manière dont une surface interagit avec la lumière, des qualités que sa vision unique lui permettait de percevoir avec une acuité extraordinaire. Ses présentations lors des conférences étaient des exercices de frustration. Il montrait des diapositives en noir et blanc, des graphiques complexes analysant la diffusion de la lumière sur la cuticule d'une feuille ou l'exosquelette d'un insecte. Ses collègues bâillaient poliment. Il voulait des images colorées, des découvertes spectaculaires. Il ne comprenait pas son obsession pour les niveaux de gris. Le professeur Dubois, son directeur de département et son principal détracteur, un homme pour qui la taxonomie était une science de la classification par la couleur des pétales, l'avait un jour pris à partie après une présentation. « Étienne, avait-il dit avec une fausse bienveillance, votre travail est intéressant. Mais vous devez comprendre que la botanique est une science visuelle. Comment pouvez-vous espérer comprendre la relation entre une fleur et un pollinisateur si vous ne pouvez même pas voir la couleur qui l'attire? Vous essayez de décrire un arc-en-ciel à un aveugle, mais dans votre cas, c'est vous l'aveugle. » Cette phrase, prononcée devant plusieurs jeunes chercheurs, l'avait blessé profondément. Mais elle avait aussi renforcé sa conviction. Il n'était pas aveugle. C'était eux qui l'étaient. Ils étaient tellement distraits par le spectacle criard des couleurs qu'ils ne voyaient plus la subtilité des formes, la grammaire de la lumière, la poésie de la texture. Il passait ses journées dans sa serre personnelle, un laboratoire de verre où il menait ses propres expériences. Il ne travaillait pas avec des fleurs spectaculaires, mais avec des mousses, des lichens, des insectes phasmes. Il étudiait leur stratégie de camouflage, non pas en les photographiant, mais en utilisant des luxmètres, des polarimètres, des instruments qui mesuraient la lumière elle-même. Il avait prouvé, dans un article qui avait été largement ignoré, qu'une certaine espèce de sauterelle ne se cachait pas en imitant la couleur verte d'une feuille, mais en reproduisant exactement le même indice de réflectivité que la surface de la feuille, la rendant ainsi invisible sous certains angles de lumière, même pour un prédateur qui ne verrait pas les couleurs. C'était une découverte brillante, mais qui était restée confinée aux pages d'une revue spécialisée obscure. Il était un prophète prêchant dans un désert de couleurs, un homme qui voyait un monde que personne d'autre ne pouvait, ou ne voulait, voir. Il ne savait pas encore que ce monde en niveau de gris, ce monde de texture et de lumière qu'il était le seul à habiter, allait bientôt devenir le seul espoir face à une menace que personne n'avait vu venir. La menace arriva silencieusement, non pas comme un prédateur rugissant, mais comme une ombre qui s'étend. Elle commença dans le sud du pays, dans les vastes monocultures de lavande de Provence. Les premiers rapports parlaient d'un dépérissement inexpliqué. Des champs entiers, d'un violet vibrant un jour, devenaient gris et sans vie le lendemain, les plantes se desséchant sur pied comme si elles avaient été brûlées par un gel invisible. Au début, on accusa la sécheresse, un champignon, un virus. Des équipes d'agronomes et de phytopathologistes furent dépêchés sur place. Ils analysèrent le sol, les racines, les tiges. Ils ne trouvaient rien. Aucune maladie connue, aucun agent pathogène identifiable. Mais le fléau se propageait, se déplaçant à une vitesse terrifiante, sautant d'un champ à l'autre, puis traversant les régions, attaquant d'autres cultures, les vignobles de la vallée du Rhône, les vergers de pêcher, les champs de colza.
C'était une épidémie silencieuse et implacable. La panique commença à s'emparer du monde agricole, puis du gouvernement. La France, l'un des greniers de l'Europe, était menacée par un ennemi invisible. Ce fut un jeune entomologiste, travaillant tard dans son laboratoire de campagne, qui fit la première découverte. En examinant une feuille de vigne apparemment saine au microscope électronique, il vit la créature. C'était un insecte, une nouvelle espèce de puceron, pas plus gros qu'une tête d'épingle. Mais ce qui était remarquable, c'était son camouflage. L'insecte, qu'il baptisa Imbravastator, le dévastateur de l'ombre, était d'une couleur verte translucide qui lui permettait de se fondre parfaitement avec la couleur de ses plantes hôtes. Mais ce n'était pas tout. Son exosquelette possédait une microstructure complexe, une série de minuscules crêtes et de fossettes qui imitaient la texture et la réflectivité de la cuticule des feuilles. Il était, pour ainsi dire, optiquement invisible. La découverte de l'insecte fut une percée, mais elle ne résolut pas le problème. Au contraire. Comment combattre un ennemi que l'on ne peut pas voir? Les pesticides traditionnels se révélèrent inefficaces. L'insecte, se nourrissant de la sève, était protégé à l'intérieur de la plante, et sa capacité à se fondre dans le décor rendait toute pulvérisation de contact aléatoire et inefficace. Les scientifiques étaient désemparés. Ils ne pouvaient même pas cartographier la progression de l'infestation. L'insecte semblait apparaître de nulle part, détruisant un champ en quelques jours avant de disparaître, laissant derrière lui un paysage de désolation. Une cellule de crise nationale fut mise en place, réunissant les meilleurs esprits du pays. Des centaines de chercheurs travaillèrent jour et nuit, essayant de trouver une faiblesse, une faille dans l'armure du dévastateur de l'ombre. Ils utilisèrent des drones équipés de caméras multispectrales, des analyses par satellite, des capteurs chimiques. Rien. L'insecte restait un fantôme. C'est lors d'une de ces réunions de crise, alors que le désespoir était à son comble, qu'un vieux chercheur à la retraite, qui avait été le directeur de thèse d'Étienne, se souvint de son ancien élève. Il se souvint de ses théories étranges sur le camouflage par la texture, de ses articles ignorés sur la réflectivité des exosquelettes. C'était une idée folle, un pari insensé. Mais il n'avait plus rien à perdre. Le lendemain, Étienne Chevalier fut convoqué dans le bureau du directeur de l'Institut, le professeur Dubois. L'atmosphère était tendue. « Étienne, commença Dubois, sans préambule, vous êtes au courant de la crise de l'Imbravastator. »« Oui, monsieur, répondit Étienne. Le ministère de l'Agriculture a demandé que nous mettions nos meilleurs chercheurs sur le coup. Vos théories non conventionnelles ont été mentionnées. Ils pensent que votre perspective unique pourrait, peut-être, être utile. » La condescendance était toujours là, mais elle était teintée d'une nouvelle nuance, le désespoir. Ils veulent vous envoyer sur le terrain, dans la zone la plus touchée, pour voir si vous pouvez voir quelque chose que nous ne voyons pas. C'était une mission impossible, une invitation à l'échec. Étienne le savait. Si les meilleurs experts du pays, avec leurs équipements de pointe, avaient échoué, que pouvait-il faire, lui, l'homme qui ne voyait pas les couleurs? Mais il sentit aussi une lueur d'excitation. C'était le test ultime de ses théories. C'était sa chance de prouver que sa vision du monde n'était pas une faiblesse, mais une force. « J'accepte, dit-il simplement, son visage ne trahissant aucune émotion. » L'arrivée d'Étienne dans la zone de crise, une région viticole autrefois prospère de la vallée du Rhône, fut accueillie avec un scepticisme à peine voilé. Le poste de commandement de la cellule de crise avait été installé dans une grande coopérative viticole, un bâtiment moderne qui bourdonnait d'une activité fébrile et désespérée. Des scientifiques en blouse blanche se penchaient sur des microscopes, des fonctionnaires en costume criaient dans des téléphones, et des agriculteurs au visage grave attendaient des réponses qui ne venaient pas. Lorsqu'Étienne se présenta, il fut accueilli par la directrice de la cellule de crise, une femme énergique et stressée nommée Docteur Laurent. Elle lui serra la main brièvement, son regard balayant son apparence simple, si différente de celle des autres experts. « Ah, docteur Chevalier. On nous a prévenu de votre arrivée, dit-elle, son-ton laissant transparaître peu d'enthousiasme. Nous avons installé un petit laboratoire pour vous dans l'annexe. Vous y trouverez tout le matériel de base. » Le laboratoire était en fait un petit débarras, à l'écart de l'agitation principale. C'était clair, on l'avait mis à l'écart, pour qu'il ne dérange pas les vrais scientifiques. On ne lui avait même pas assigné d'assistant. Il était seul. Il passa la première journée à s'installer et à écouter. Il assista aux réunions de briefing, restant silencieux au fond de la salle, absorbant les informations. Il entendit les rapports frustrés des équipes de terrain, qui revenaient bredouilles. « C'est comme chercher des fantômes, dit un jeune chercheur. On ne les voit que lorsqu'il est trop tard, lorsque les feuilles commencent à jaunir. Mais à ce moment-là, la colonie a déjà essaimé et est partie ailleurs. » Il entendit les experts en imagerie satellite expliquer leur impuissance.
L'insecte est de la même couleur que la plante. Nos capteurs spectraux ne peuvent pas faire la différence. Pour nos satellites, un champ infesté et un champ sain sont identiques, jusqu'à ce que la nécrose commence. Le soir, il se rendit pour la première fois dans les vignobles. Le spectacle était d'une tristesse infinie. Des parcelles entières de vignes, qui auraient dû être d'un vert luxuriant à cette époque de l'année, étaient d'un brun sec et mort. Les feuilles pendaient, cassantes, et les grappes de raisins, ratatinées, ressemblaient à des raisins secs. L'air était rempli d'une odeur de décomposition végétale. Il se dirigea vers une parcelle qui était, selon les rapports, saine, mais qui se trouvait juste à côté d'une zone dévastée. Pour un œil normal, les vignes semblaient en parfaite santé. Les feuilles étaient d'un vert vif et uniforme. Mais Étienne ne voyait pas le vert. Il voyait des nuances de gris. Il commença son travail. Il ne se fia pas à sa vue à distance. Il s'approcha et commença à toucher, à sentir. Il passa ses doigts sur la surface des feuilles. Il les sentit avec la sensibilité d'un lecteur de braille. Il ferma les yeux, se concentrant uniquement sur les informations tactiles. Il passa des heures ainsi, se déplaçant lentement le long des rangs de vignes, caressant les feuilles, une par une. Les quelques agriculteurs qui le virent le regardèrent avec pitié. Ils voyaient un homme étrange, un scientifique qui semblait caresser des plantes mortes, un fou envoyé par le gouvernement pour leur donner de faux espoirs. Mais Étienne n'était pas fou. Il cherchait une anomalie, une rupture dans le motif, une note fausse dans la symphonie de la texture. Il savait que le camouflage de l'insecte était basé sur l'imitation de la texture et de la réflectivité de la feuille. Mais il savait aussi qu'aucune imitation n'est jamais parfaite. Il devait y avoir une différence, même infime. Une différence que seule sa perception unique pouvait peut-être déceler. La nuit tomba sur les vignobles, mais Étienne ne rentra pas. Il continua son travail à la lueur d'une lampe de poche, sachant que la lumière artificielle, avec son angle et sa température de couleurs différents, pourrait révéler des choses que la lumière du jour cachait. Il avait passé toute la journée à explorer la parcelle saine, et il n'avait encore rien trouvé de concluant. Ses doigts étaient endoloris, son dos lui faisait mal à force de se pencher, et le doute commençait à s'insinuer. Et si Dubois avait raison? Et si sa condition était vraiment un handicap insurmontable? Il s'assit au pied d'un CEP de vigne, découragé. Il prit une feuille dans sa main et, presque par habitude, il la porta près de son visage. Il ne la regarda pas. Il la sentit. Il ferma les yeux et se concentra sur la sensation de la surface de la feuille contre sa joue, une zone de sa peau particulièrement sensible. Il sentit la texture légèrement cireuse de la cuticule, la rugosité des nervures. C'était une sensation familière, une sensation qu'il connaissait par cœur. Puis, il prit une autre feuille, sur une autre branche. Il la frotta contre son autre joue. La sensation était identique. Il continua ce processus, presque machinalement, prenant des feuilles de différentes parties de la vigne, les comparant. C'est alors qu'il le sentit. Une différence. C'était presque imperceptible, si subtil qu'il crut d'abord l'avoir imaginé. Une des feuilles, sur sa face inférieure, semblait différente. Moins lisse. Légèrement plus mate. Ce n'était pas une différence de texture rugueuse, comme du sable. C'était une différence dans la manière dont la surface interagissait avec sa peau, une sensation de friction légèrement accrue. Son cœur se mit à battre plus vite. Il prit une autre feuille de la même branche. La même sensation. Il se déplaça vers une autre vigne, à quelques mètres de là. Il prit une feuille. La sensation était normale, lisse. Il retourna à la première vigne. La sensation mate était toujours là, mais seulement sur certaines feuilles. Il avait trouvé une anomalie. Il sortit une petite loupe de sa poche et alluma sa lampe de poche. Il examina la surface de la feuille mate. À l'œil nu, elle semblait parfaitement normale. Mais sous la loupe, il vit ce qu'il cherchait. La surface de la feuille n'était pas uniforme. Elle était recouverte d'une structure minuscule, presque invisible, une sorte de treillis géométrique d'une finesse incroyable, qui semblait avoir été tissée sur la feuille elle-même. C'était la signature de la tisseuse grise. L'insecte ne se contentait pas d'imiter la couleur. Il tissait une sorte de cape d'invisibilité texturale sur la feuille pour se fondre parfaitement dans son environnement. C'était un niveau de camouflage qu'il n'avait jamais vu, d'une sophistication diabolique. Et la seule raison pour laquelle il l'avait trouvé, c'est qu'il ne s'était pas fié à ses yeux. Il s'était fié à son sens du toucher, un sens que ses collègues n'auraient jamais pensé à utiliser. Il passa le reste de la nuit à cartographier la présence de cette texture anormale dans la parcelle. Il découvrit qu'elle n'était pas répartie au hasard. Elle était concentrée sur les feuilles les plus jeunes, les plus tendres, celles qui étaient les plus riches en sève. Il avait trouvé le garde-manger de l'ennemi.
Le lendemain matin, il retourna au poste de commandement. Il était épuisé, mais une lueur de triomphe brillait dans ses yeux. Il demanda à voir le docteur. Laurent. Il lui montra une des feuilles infestées. Regardez, dit-il. Sous la loupe. La texture. Le docteur. Laurent examina la feuille, perplexe. Je ne vois rien, docteur Chevalier. C'est une feuille. Touchez-la, insista Étienne. Comparez-la à celle-ci. Il lui tendit une feuille saine. Elle les toucha, fronçant les sourcils. Il y a peut-être une très légère différence, mais c'est subjectif. Ce n'est pas une preuve. Étienne soupira. Il avait trouvé l'ennemi, mais personne d'autre ne pouvait le voir. Il devait trouver un moyen de rendre l'invisible visible. Étienne savait que sa découverte tactile, bien que révolutionnaire pour lui, ne suffirait jamais à convaincre la communauté scientifique. Il avait besoin de données objectives, de preuves visuelles. Il retourna dans son laboratoire, le petit débarras, et commença à réfléchir. Comment pouvait-il rendre visible une différence de texture si subtile? Il pensa à la physique de la lumière. La sensation de mat ou de brillant n'est rien d'autre que la manière dont une surface diffuse la lumière. Une surface parfaitement lisse, comme un miroir, produit une réflexion spéculaire. Les rayons lumineux sont réfléchis dans une seule direction. Une surface rugueuse ou mate produit une réflexion diffuse. Les rayons lumineux sont réfléchis dans toutes les directions. La cape tissée par l'insecte devait avoir des propriétés de diffusion de la lumière légèrement différentes de celles de la cuticule de la feuille. C'était cette différence qu'il devait amplifier. Il commença à expérimenter. Il avait besoin d'une source de lumière qu'il pouvait contrôler. Il bricola une installation simple avec sa lampe de poche et un tube de carton pour créer un faisceau de lumière étroit et direct. Il plaça une feuille infestée sous le faisceau et commença à l'observer sous différents angles. Il remarqua que lorsque la lumière frappait la feuille à un angle très rasant, la différence entre la surface saine et la surface infestée devenait légèrement plus visible. La zone infestée semblait absorber un peu plus la lumière, apparaissant très légèrement plus sombre. C'était un début, mais ce n'était pas assez spectaculaire pour convaincre des sceptiques. Il avait besoin de quelque chose de plus. Il pensa à la polarisation. La lumière naturelle n'est pas polarisée, ses ondes vibrent dans toutes les directions. Mais lorsqu'elle se réfléchit sur une surface non métallique, comme une feuille ou de l'eau, elle devient partiellement polarisée. L'angle et le degré de cette polarisation dépendent des propriétés de la surface. C'était peut-être la clé. Il n'avait pas de filtre polarisant de laboratoire. Il devait improviser. Il se souvint de ses vieilles lunettes de soleil polarisantes, qu'il gardait toujours dans son sac. Il les démonta soigneusement, récupérant les deux verres. Il avait maintenant ses filtres. Il retourna à son installation. Il plaça un des verres polarisants devant sa lampe de poche, créant un faisceau de lumière polarisée. Il plaça la feuille infestée sous le faisceau. Puis, il regarda la feuille à travers le deuxième verre polarisant, qu'il fit tourner lentement. Le résultat fut stupéfiant. C'était comme de révéler une écriture à l'encre invisible. Lorsque les deux filtres étaient alignés, il ne voyait rien de particulier. Mais lorsqu'il les croisait à un angle de 90 degrés, un phénomène magique se produisit. La surface saine de la feuille, qui réfléchissait la lumière polarisée d'une certaine manière, devint presque complètement noire. Mais la zone infestée, la cape tissée par l'insecte, qui avait des propriétés de polarisation légèrement différentes, ne s'assombrit pas complètement. Elle restait visible, apparaissant comme une tache grisâtre et fantomatique sur le fond noir de la feuille. Il avait réussi. Il avait rendu l'invisible visible. Le motif de l'infestation, qui était une simple sensation tactile, était maintenant une image claire et nette. Il pouvait voir la forme exacte de la colonie, la manière dont elle s'étendait le long des nervures de la feuille. Il passa le reste de la nuit à perfectionner sa technique, trouvant l'angle de lumière et l'angle d'observation optimaux. Il découvrit qu'il pouvait même, en ajustant la polarisation, voir les insectes individuels, de minuscules points sombres se déplaçant sur la feuille. C'était une percée d'une importance capitale. Il avait non seulement trouvé un moyen de prouver l'existence de l'infestation, mais il avait aussi développé une méthode de détection non destructive, un outil de diagnostic. Le lendemain matin, il ne demanda pas à voir le docteur. Laurent. Il demanda une réunion d'urgence avec toute la cellule de crise. Il n'allait pas leur présenter une théorie. Il allait leur faire une démonstration. La réunion d'urgence eut lieu dans la salle de conférence principale de la coopérative viticole. L'atmosphère était lourde, tendue. Une vingtaine de personnes étaient présentes, des scientifiques, des fonctionnaires du ministère de l'Agriculture et quelques représentants des agriculteurs locaux. Ils étaient tous fatigués, frustrés,
et peu enclin à écouter les théories d'un botaniste daltonien qu'il considérait comme un excentrique. Étienne entra dans la salle, portant une simple boîte en carton. Il était calme, son visage ne trahissant aucune émotion. Il salua l'assemblée d'un signe de tête et se dirigea vers la table au centre de la pièce. Le docteur. Laurent prit la parole. Docteur Chevalier, nous vous avons accordé cette réunion. Nous espérons que vous avez quelque chose de concret à nous présenter. Nous n'avons pas de temps à perdre. Je serai bref, répondit Étienne de sa voix douce. Il ouvrit sa boîte et en sortit son installation improvisée, sa lampe de poche, son tube de carton et ses 2 verres de lunettes de soleil. Un murmure de perplexité et de moquerie parcourut la salle. C'est une blague, lança un des fonctionnaires. Étienne ignora la remarque. Il sortit une branche de vigne de sa boîte, qui semblait parfaitement saine. Cette branche, dit-il, provient d'une parcelle que vos équipes ont inspectée hier et déclarée non infestée. Il la plaça sous son projecteur improvisé et alluma la lampe. Il invita le docteur Laurent à s'approcher. Regardez attentivement cette feuille, s'il vous plaît. Elle se pencha, sceptique. Je vois une feuille, docteur. Maintenant, dit Étienne, regardez à travers ceci. Il lui tendit le 2e verre polarisant. Elle le prit, hésitante, et le plaça devant son œil. Étienne fit lentement tourner le filtre polarisant sur sa lampe de poche. Dites-moi ce que vous voyez maintenant, docteur. Il y eut un silence. L'expression du docteur Laurent changea. Sa perplexité laissa place à de l'étonnement, puis à une incrédulité totale. Elle retira le filtre, regarda la feuille, puis le remit. C'est impossible, murmura-t-elle. Il y a des taches sombres partout. On dirait qu'elles bougent. Ce que vous voyez, docteur, dit Étienne, c'est l'infestation. Ce que vous voyez, ce sont les insectes. Il invita les autres à venir voir, un par un. La réaction fut la même pour tous. Le choc, l'incrédulité, puis la compréhension. Le mur du scepticisme était en train de s'effondrer, brique par brique. Ils voyaient de leurs propres yeux la preuve de ce qu'il avait découvert. Il leur expliqua ensuite le principe de la polarisation de la lumière, la science derrière son tour de magie. Il leur expliqua comment sa propre vision, insensible aux couleurs, l'avait forcé à se concentrer sur d'autres aspects de la perception, la texture, la luminosité, la réflectivité et comment cela lui avait permis de détecter l'anomalie que leur vision, distraite par le verre, avait complètement manqué. Il ne parlait pas avec triomphe, mais avec la passion simple du scientifique qui partage sa découverte. « Votre vision n'est pas défectueuse, dit-il. Elle est simplement différente. Et parfois, une perspective différente est la seule qui permet de voir la vérité. » Le silence dans la salle était maintenant un silence de respect. Le botaniste gris, l'excentrique, le fou, venait de leur donner une leçon magistrale, non seulement en entomologie, mais aussi en humilité. Il leur avait montré qu'il y avait plus d'une façon de voir le monde, et que parfois, une prétendue faiblesse peut se révéler être la plus grande des forces. La démonstration d'Étienne eut l'effet d'une bombe. En l'espace de quelques minutes, il était passé du statut de paria à celui de génie. La salle, qui avait été remplie de scepticisme, bourdonnait maintenant d'une excitation fébrile. Les scientifiques l'entourèrent, le bombardant de questions techniques. Comment avait-il eu l'idée? Quel était le mécanisme exact de la polarisation par l'exosquelette? Pouvait-on adapter la technique à une plus grande échelle? Étienne répondit à chaque question avec patience et précision. Il n'était plus sur la défensive. Il était dans son élément, partageant sa connaissance. Le docteur Laurent, son visage encore pâle de la révélation, prit les choses en main. Elle comprit immédiatement l'importance capitale de la découverte. « C'est une percée », annonça-t-elle à l'Assemblée. Le docteur Chevalier ne nous a pas seulement donné un moyen de prouver l'infestation. Il nous a donné un outil de détection. Un outil dont nous avons désespérément besoin. La priorité absolue était de transformer la méthode artisanale d'Étienne en un outil de terrain utilisable par les équipes d'inspection. Elle réquisitionna immédiatement l'équipe d'ingénierie optique de l'Institut. Étienne passa les 48 heures suivantes à travailler sans relâche avec eux. Il leur expliqua les principes, les angles optimaux, le type de polarisation nécessaire. Les ingénieurs, fascinés, se mirent au travail. En moins d'une journée, ils avaient construit un premier prototype. C'était un appareil portable, ressemblant à une grosse lampe de poche, qui intégrait une source de lumière LED polarisée et un viseur avec un filtre polarisant rotatif. C'était le chevaloscope, comme l'un des jeunes ingénieurs le baptisa en plaisantant. Ils le testèrent immédiatement sur le terrain. Le résultat fut spectaculaire. Les équipes,
qui auparavant passait des heures à inspecter une parcelle sans rien trouver, pouvait maintenant, en quelques minutes, identifier les zones infestées avec une certitude de 100%. Le chevaloscope révélait la présence des insectes comme un révélateur photographique. C'était une révolution. Avec cet nouvel outil, ils purent enfin commencer à cartographier l'étendue réelle de l'infestation. La carte qu'ils produisirent était terrifiante. L'insecte était bien plus répandu qu'ils ne l'avaient imaginé. Il était présent, à l'état latent, dans des centaines de parcelles qui étaient considérées comme saines. Ils comprirent que le dépérissement des plantes n'était que la phase terminale de l'infestation. La véritable bataille se jouait bien avant, au stade invisible. La découverte d'Étienne ne se contenta pas de fournir un outil de détection. Elle ouvrit de nouvelles pistes de recherche pour combattre l'insecte. Maintenant qu'il comprenait le secret de son camouflage, il pouvait chercher des moyens de le perturber. Des chimistes commencèrent à travailler sur des composés qui pourraient altérer la microstructure de l'exosquelette de l'insecte, le rendant visible pour les prédateurs naturels. Des biologistes commencèrent à chercher des prédateurs, des araignées, des coccinelles qui chassaient non pas par la vue, mais par le toucher ou l'odorat, et qui ne seraient donc pas trompés par le camouflage optique. La contribution d'Étienne avait été le catalyseur qui avait débloqué toute la situation. Il avait fourni la pièce manquante du puzzle, la clé qui avait ouvert toutes les autres portes. Il n'était plus un simple consultant. Il était devenu le chef scientifique de facto de la cellule de crise. Ses anciennes théories sur le camouflage, autrefois ridiculisées, étaient maintenant étudiées avec le plus grand intérêt. Il était devenu une autorité. Mais il resta le même homme humble et discret, plus intéressé par la résolution du problème que par sa gloire personnelle. Il avait eu raison, mais il n'éprouvait aucun désir de vengeance ou de triomphe sur ceux qui l'avaient méprisé. La vérité, il le savait, était une récompense bien plus grande. La guerre contre l'Imbravastator fut longue et difficile, mais grâce à la percée d'Étienne, le cours de la bataille avait changé. Les outils de détection basés sur sa découverte permirent de contenir l'épidémie, de cibler les traitements et finalement, de développer des solutions de lutte biologique efficaces. Des milliers d'hectares de cultures furent sauvés, et une catastrophe économique et écologique d'une ampleur immense fut évitée. Étienne Chevalier devint une célébrité inattendue dans le monde scientifique, et même au-delà. Son histoire, celle du botaniste daltonien qui avait vu ce que personne d'autre ne pouvait voir, était trop belle pour ne pas être racontée. Elle fit la une des journaux scientifiques, puis des grands médias. On l'invita à donner des conférences dans le monde entier. Il reçut des prix prestigieux, dont la médaille d'or du CNRS, la plus haute distinction scientifique en France. Au sein de son propre institut, l'atmosphère avait radicalement changé. Le professeur Dubois, son ancien détracteur, lui présenta des excuses publiques et devint l'un de ses plus fervents admirateurs. Le botaniste gris était devenu le visionnaire. On lui proposa de diriger un nouveau département, un centre pour la perception non conventionnelle en biologie, avec des fonds quasi illimités pour poursuivre ses recherches. Il accepta, non pas pour le pouvoir ou le prestige, mais pour l'opportunité de donner une chance à d'autres penseurs non conventionnels, à d'autres excentriques dont les idées étaient rejetées par le courant dominant. Il voulait créer un lieu où la différence n'était pas vue comme un handicap, mais comme une force. Un après-midi, quelques mois après la fin de la crise, il était de retour dans sa serre personnelle. Il n'avait pas changé. Il portait toujours les mêmes vêtements simples, et il passait toujours ses heures à observer ses plantes et ses insectes. Un jeune journaliste, venu faire un portrait de lui, le regardait travailler, perplexe. « Docteur, demanda-t-il, après tout ce qui s'est passé, après avoir prouvé que votre vision du monde était la bonne, ne ressentez-vous pas une certaine satisfaction ? Un désir de dire « je vous l'avais bien dit » à tous ceux qui se sont moqués de vous. » Étienne se retourna, un léger sourire flottant sur ses lèvres. Il prit une feuille d'un de ses plants de tabac et la tendit au journaliste. « Regardez cette feuille, dit-il. Dites-moi ce que vous voyez. » « Je vois une feuille verte, répondit le journaliste, un peu confus. « Moi, dit Étienne, son regard se perdant dans la contemplation de la feuille, je vois un univers. Je vois la danse de la chlorophylle qui transforme la lumière en vie. Je vois le réseau complexe des nervures qui transportent l'eau et les nutriments. Je vois la texture de sa surface, une architecture conçue pour respirer et pour se protéger. Je vois la lumière qui la traverse, qui se réfléchit, qui se polarise. Je vois une symphonie de formes et de fonctions. » Il se tourna vers le journaliste, ses yeux clairs et profonds. La couleur n'est qu'une seule note dans cette symphonie. Une note magnifique, certes, mais une seule note. Ceux qui n'entendent que cette note sont sourds à tout le reste de la musique. Je n'ai pas besoin de leur dire que j'avais raison. J'ai simplement eu la chance de pouvoir entendre la symphonie entière. Il se retourna vers ses plantes, laissant le journaliste méditer sur ses paroles. Il n'avait pas besoin de la reconnaissance du monde.
Il avait trouvé la sienne, il y a bien longtemps, dans la beauté silencieuse de son monde en niveau de gris.